comme je le disais, qui a plus de 20 ans d'expérience en droit du travail. Elle a également une grande expertise au niveau des chartes, ce qui est intéressant parce qu'on va parler plus particulièrement de phénomènes qu'on connaît bien, là, puis qu'on traite déjà dans les établissements, soit la violence psychologique, physique. Alors, on sait que le gouvernement présentement a ajouté un article à l'article 51. Alors, il l'a mis dans la loi sur la CNSST, Marie-Hélène, des dispositions particulières au niveau de la violence conjugale et familiale qui posent énormément de questions. Alors, sur ça, j'ouvre le bal et je laisse Marie-Hélène là, nous présenter le contexte des enjeux légaux et il y aura une discussion là, qui s'entamera par la suite, soit par vos questions ou soit par des interrogations qu'on nous pose souvent au niveau du CPQ. Bonjour Marie-Hélène. À vous la parole. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Alors, écoutez, merci. Merci de l'invitation, Caroline et Carl. Alors, aujourd'hui, ce dont on va vous parler, puis on est toujours dans notre forum sur le télétravail, c'est vraiment de discuter d'un nouvel article qui est dans le projet de loi. Là, on sait tous que le régime de santé et sécurité fait l'objet d'une modernisation. En tout cas, du moins, c'est le terme qu'on a utilisé. Et il y a un nouvel article qui est, je vous dirais, de droit nouveau. Et c'est un peu de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, écoutez, sans autre présentation, en fait, je vais aller directement dans le cœur. Sachez que dans le projet de loi sur la modification, donc, en matière de santé et sécurité, on se propose d'inclure à l'article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Alors, on se rappelle que en matière de CSST, là, je vais trahir mon âge et ma génération, mais en matière de CSST, appelons-la comme ça, il y a toujours eu deux lois principales, la loi sur les accidents et les maladies qui vise à indemniser les travailleurs et la loi sur la santé et sécurité au travail qui contient plein d'obligations. Vous en avez parlé avec Carl. Donc, des obligations pour les employeurs, pour les salariés, mais on va se le dire entre nous, beaucoup d'obligations pour les employeurs. Alors, l'article 51, c'est comme un article fleuve là, dans la loi sur la santé et sécurité au travail qui contient une série d'obligations. Alors, c'est dans cet article-là que vous êtes avisé que vous devez avoir des méthodes de travail qui sont sécuritaires, que vous devez avoir des équipements qui sont bien entretenus, etc., que vous devez former vos gens. Mais ce qu'on se prépare à ajouter, c'est 51, donc j'ai mis l'introductif. L'employeur doit prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur et il doit notamment, et on se propose d'ajouter, prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux de travail. Alors, encore une fois, notre notion de lieu de travail, pas d'établissement, mais le lieu de travail où qu'il soit, à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale. Et on a prévu que pour les fins de ce paragraphe-là, dans une situation de violence conjugale ou familiale, l'employeur est tenu de prendre les mesures. Puis les mesures, c'est quoi? C'est d'assurer la protection. Lorsqu'il sait ou lorsqu'il devrait raisonnablement savoir qu'un travailleur ou que le travailleur est exposé à ce risque-là de violence. Alors, tu sais, on ne se le cachera pas, la violence conjugale et familiale, c'est un fléau. On est bien loin de l'époque où on disait que c'était une affaire strictement privée, que personne d'autre devait s'en mêler, y compris la police. On n'est plus là du tout. Mais en fait, je pense que même si les employeurs sont soucieux de la sécurité et sont soucieux de ces questions-là, moi, je me pose la question, en fait, deux questions. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre cette disposition-là dans la loi sur la santé et la sécurité au travail? Puis deuxièmement, est-ce que c'était nécessaire? Puis je veux juste que vous compreniez, puis en fait, on va revenir sur cet article-là, puis dans un contexte de télétravail, les défis que ça représente pour vous, mais tu sais, si on regarde, parce que cet article-là, donc, va viser la protection du salarié qui est exposé sur les lieux de travail à de la violence physique, psychologique, y compris de la violence conjugale. Et ces concepts-là, on les a déjà au Québec. Tu sais, ça fait longtemps, par exemple, qu'on interdit toute forme de harcèlement dans la Charte des droits et libertés, donc toute forme de harcèlement sur les mêmes motifs pour lesquels on prohibe la discrimination, donc la race, la grossesse, etc. Donc, ça fait longtemps au Québec qu'on a fait ce choix-là d'être contre la discrimination et toute forme d'harcèlement.
On est venu renforcer ça en 2002 au Québec en prévoyant dans notre loi sur les normes un concept de harcèlement psychologique. Alors là, c'était plus juste limité aux critères qui étaient prévus à la charte, on élargissait ça. Donc, tout harcèlement, peu importe le motif, même si ce n'est pas lié à votre race, etc., c'était prohibé. Et donc, on garantissait aux travailleurs un droit de travailler dans un environnement sans harcèlement. Et comme corollaire à ça, on avait obligé l'employeur à prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement et pour le faire cesser. Et là, on avait choisi l'expression « faire cesser le harcèlement quand il est porté à votre connaissance ». Mais tu sais, si on revient tous à notre article, le projet, c'est plus les choix qu'on a faits. Donc, dans votre obligation de prévention prévue à 51, bien, en fait, c'est que vous devez assurer la protection de vos salariés sur les lieux de travail, donc techniquement y compris chez eux, s'ils travaillent de chez eux. Et cette obligation-là pour vous d'agir pour prévenir donc, et assurer leur protection, ça s'applique désormais quand vous savez ou quand vous auriez dû raisonnablement savoir. Alors, est-ce qu'il était nécessaire, je vous pose la question, de prévoir dans 51 cette notion-là où on n'aurait pas pu un peu venir jouer dans notre loi sur les normes? Je pense que la question est légitime. Clairement, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Alors, donc, le harcèlement au Québec, on s'en mêle depuis longtemps, puis on demande à l'employeur d'être proactif, puis on sait que le harcèlement, bien, ça peut être aussi de la violence physique ou verbale. Donc, ça, c'était déjà prévu. Et sachez aussi que la violence conjugale, bien, le législateur au Québec était déjà venu en parler dans la loi sur les normes, dans sa réforme qu'il a mis en 2018. Vous vous rappellerez que désormais, on permet aux salariés de s'absenter jusqu'à 26 semaines par année quand ils sont victimes de violences à caractère sexuel ou conjugal. On a même prévu, vous le savez sans doute, nos fameux 2 jours, là, on dit on a 10 jours dans la loi sur les normes pour s'absenter, dont les 2 premiers seront payés. Bien, les 2 premiers peuvent être aussi reliés à cette question-là de devoir s'absenter pour des raisons d'absence familiale ou conjugale, en fait, de violence conjugale ou familiale. Alors, je comprends, Marie-Hélène, que tout était déjà prévu, puis que ça existait déjà, puis qu'on se questionne sur la pertinence d'ajouter en santé et sécurité une obligation de prévention et de protection dans un monde qui est un peu un monde privé. Là. On comprend que souvent on s'est fait dire par le législateur que oui, c'est au travail, mais les employeurs protégeaient déjà au travail. Mais là, on est dans une sphère privée. Comment, puis tu y viendras là, probablement, comment on peut s'assurer, nous, qu'on respecte la loi puis qu'on prend les moyens, mais est-ce qu'il y a des moyens à prendre plus particuliers à ce niveau-là par l'imposition de nouvelles mesures qui ne sont pas encore adoptées, mais qui sont fort discutées autour de la table là, des parlementaires? Tout à fait. Puis en fait, Caroline, c'est tout à fait pertinent comme questionnement. Donc, est-ce que c'était nécessaire? Là, vous sentez que je ne suis pas convaincue que c'était le bon véhicule que de prendre 51. Mais si c'est ce qui devait perdurer au sol de toutes les consultations, on sait, qui sont faites en ce moment, puis dans lesquelles le CPQ est très active, la résultante de ça, vous devez comprendre que ça veut dire concrètement que s'il devait y avoir un incident chez vous de violence conjugale, puis là, on peut se demander si les gens travaillent à la maison, donc même à la maison, et puis qu'après ça, un inspecteur de la CSST vient faire enquête parce qu'il y a eu blessure, etc., bien, techniquement, on pourrait recevoir une plainte pénale, 236, 237, pour une situation de violence conjugale qui se serait produite sur les lieux de travail, y inclus à la maison. Donc, tu sais, jusqu'où ça va aller, puis vous savez comme moi que oui, c'est vrai qu'on doit prévenir les accidents, les incidents, mais c'est plus facile pour vous dans ce que vous connaissez, c'est-à-dire vos équipements, vos lieux de travail. Est-ce que ma façon de travailler, mes méthodes sont bonnes? Est-ce qu'elles sont sécuritaires? Mais en matière de violence conjugale, en fait, on jongle avec de l'inconnu. D'abord, est-ce que la personne veut nous le dire ou veut nous le dire? Même si on tend des perches, est-ce qu'elle les prend, ces perches-là? En fait, Caroline et moi, en se préparant, on convenait toutes les deux qu'il y a parfois des gens qui vivent des situations absolument épouvantables à la maison et qui, par choix, décident de ne pas en parler au travail parce que c'est là où, en guillemets, leur vie est la plus normale. Alors, écoutez, c'est pas évident de savoir ce qu'on va devoir faire parce que ça veut dire aussi donc que si vous faites face à un 236, 237 parce qu'il y a eu une situation de violence conjugale au travail,
bien, vous devrez démontrer votre diligence raisonnable en matière de protection des personnes qui sont victimes de violences conjugales au travail. Et encore une fois, dans un contexte de pandémie où les gens travaillent chez eux, le lieu de travail, c'est aussi à la maison. Alors, écoutez, oui, vas-y, Caroline. Excusez-moi, Marie-Hélène, je ne veux pas vous interrompre, mais vous savez, le CPQ, lorsqu'il s'est prononcé à ce niveau-là, ben, s'est prononcé sur 2 éléments, là, devrait savoir, on a suggéré qu'il soit avisé. À tout le moins, quand on est avisé, on peut prendre des mesures, puis on ne tire pas des conclusions par des actes ou des faits là, dans lesquels on entre directement dans la vie privée. Mais à 51, on trouve plusieurs dispositions. C'est marqué lieu de travail, mais sous le contrôle. En fait, ce n'est pas des lieux de travail sur lesquels l'employeur a un contrôle. Puis on en parlait un petit peu plus tôt avec Maître Trudeau. C'est certain que quand je n'ai pas le contrôle, j'ai pas, puis la Cour suprême est venue nous le dire dans certaines décisions, je n'ai pas les mêmes obligations. Est-ce que ça ne serait pas une avenue possible ou envisageable là, s'il y avait cette précision-là qui était apportée pour, à tout le moins, délimiter les obligations? Je comprends qu'il y a bien des façons où on pourrait, d'une part, informer. Moi, je pense que toute l'information, puis vous y viendrez parce que vous avez quand même une présentation à cet effet-là, mais toute l'information qu'on peut donner, la sensibilisation à ces phénomènes-là qu'on veut irradier puis éliminer, oui, ça, c'est une chose, comme on le fait dans le contexte d'harcèlement psychologique. Il y aura ces moyens-là, mais de dire que j'ai une responsabilité de m'immiscer dans des endroits où c'est fortement protégé par la charte, il y aura tout un défi là, pour les employeurs si on devait nous dire qu'on est responsable par la suite au niveau pénal avec les articles 236 et 237. Tout à fait. Puis en fait, on peut se poser la question, la loi sur la santé où on peut recevoir une plainte pénale si on n'a pas fait notre travail, ça va souvent nous obliger à penser de façon là, très, très préventive. Donc, c'est pas grave que personne se soit blessé sur tel équipement, je dois quand même avoir des gardes ou des guides ou des méthodes de travail, etc. On se prémunit comment contre une possible manifestation au travail de violence conjugale? Puis là, je vous parle d'un cas où je ne parle pas du cas typique où les 2 employés sont pour nous dans notre lieu de travail puis qui se battent. Là, on n'est pas du tout là-dedans, mais si on a un conjoint, une conjointe qui ne travaille pas puis qui vient faire un geste, est-ce que ça veut dire que de façon préventive, il faut prévoir et pourvoir à tous les coups? Est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement changer la façon d'avoir accès à nos lieux de travail, la sécurité additionnelle? Parce que, en matière de santé et sécurité, en prévention, c'est ce qu'on nous demande de faire. Là, attendez pas que l'accident arrive, soyez proactifs et soyez préventifs. Alors, est-ce que c'est ça que ça veut dire? Écoutez, je ne le sais pas. Puis, effectivement, il y a toute la sphère privée qui vient avec cette question-là de la violence conjugale, parce qu'au niveau du harcèlement ou de la violence verbale au travail entre 2 collègues, ça, je pense qu'on est quand même assez bien équipés. Alors, moi, je pense que ça requiert la possibilité que ces dispositions-là soient incluses dans la loi sur la santé et la sécurité au travail. Ça va requérir des employeurs, puis avec un peu le même déroutement qu'on avait en 2002 quand on s'est fait dire qu'il fallait faire de la prévention en matière d'harcèlement psychologique. Là, alors, il va falloir qu'on prenne le taureau par les cornes puis qu'on se décide, bien, OK, alors en ce moment-là, je devrais faire de la formation et de l'information sur la violence conjugale. Un peu comme quand le cannabis est devenu légal, qu'on s'est mis à former puis à informer nos superviseurs sur quels sont les signes apparents. Puis bon, c'est pas une science exacte, mais quels sont certains signes apparents de quelqu'un qui travaille sur l'influence ou qui consomme des drogues pour être capable d'agir et d'être proactif. Fait que ça, je pense que ça va devoir faire partie des devoirs qu'on va faire comme organisation. Donc, former, informer. Je pense que dans nos politiques, puis est-ce qu'on va les mettre dans les politiques en matière d'harcèlement, toute forme ou de prohibition de toute forme de violence? Je ne le sais pas. Mais moi, je vous encouragerais à songer à une espèce. C'est dur d'en faire une obligation qu'on pourrait sanctionner, mais une quasi-obligation des gens qui estiment vivre une situation de violence ou potentiellement de violence qui aurait des répercussions au travail, de venir vous en parler pour que vous puissiez les aider. Tu sais, souvent, comme on a, par exemple, dans des politiques en matière de dépistage de drogue et d'alcool, où on incite les gens qui ont un problème de consommation de venir nous le dire, non pas pour les congédier pour ça, mais pour être capable de les accompagner dans une démarche d'aide. Alors, je pense qu'on pourrait envisager dans nos politiques mettre ça parce que je pense que ça vous aiderait, mais ça va vous obliger, parce qu'un jour, vous devrez démontrer votre diligence raisonnable,
à documenter tout ça. Donc, documenter ma formation, documenter l'information, documenter la sensibilisation, documenter les fois où je me suis assise avec quelqu'un parce que je me suis dit, il me semble qu'elle n'a pas l'air de bien aller ou qu'elle présente physiquement certains signes de quelqu'un qui a reçu des coups, qui a été frappé ou qui est complètement dévasté. Mais ça va vouloir dire aussi que vous devrez avoir sous la main, parce qu'on sait que c'est pas assez de dire, pauvre toi, tu as des problèmes, tu devrais consulter. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut avoir la liste des organismes avec des noms. Il faut inviter la personne à se confier à nous. Il faut qu'elle sache à qui elle devrait parler, qui elle devrait contacter, parce que c'est pas quelque chose où on va appeler 12 personnes pour dire je vis de la violence conjugale. Alors, il faut qu'il y ait un point de chute, il faut qu'il y ait de l'assistance qui soit prête. Et il va falloir que vous fassiez des suivis. Et face à quelqu'un qui vous dit non, je ne vis pas de violence conjugale, bien, ça va être comme quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas de problème d'alcool alors que vous suspectez qu'il y en a un. On ne peut pas se cacher derrière ça puis plus jamais en parler. On fait des suivis, une semaine, 2 semaines après, tu es sûr, etc. Puis, mais il va falloir que vous documentiez tout ça parce que ça va être ça, votre diligence raisonnable, si désormais cette question-là fait partie de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Puis, dans un contexte de télétravail, ça constitue une source de défi additionnel parce qu'on ne voit les gens que sur écran. Vous comprenez? Alors, d'où peut-être l'intérêt de votre formation, de votre information et du fait qu'on incite les gens à divulguer, on incite les travailleurs eux-mêmes qui sont victimes de venir nous voir, puis on est capable de les épauler dans une démarche, puis on fait des suivis à savoir s'ils ont fait appel à l'aide, etc. Mais vous comprenez, dans la mesure où on met ça dans votre cours, c'est pas évident parce que souvent, quelqu'un qui a des problèmes de santé, on l'envoie chez eux se reposer, mais là, on ne peut pas faire ça. Alors, ça va vous amener quand même votre lot de défis. Oui, Caroline? Excusez, je pensais que mon micro était fermé, mais jeté. Vous savez, dans les recommandations qui ont été faites par le CPQ, sur le fait de sait ou devrait savoir, il y a avisé qu'on avait dit, bon, si on est avisé, on peut agir, on peut à tout le moins là, puis faire en sorte de pouvoir prendre des moyens. Je comprends qu'il y a toute la formation, l'information, un peu comme on fait en harcèlement psychologique aussi, là. On donne tous les outils, on le met dans notre politique, on donne une personne de référence. Ce que je retrouve souvent, c'est parce qu'on sait que c'est caché. L'alcool, toutes ces problématiques-là qui sont personnelles sont souvent cachées au travail parce qu'au travail, c'est là où une personne là, exploite son grand potentiel puis est avec des gens qui l'apprécient. Alors, si elle est victimisée à la maison, puis aussi elle a un problème particulier, elle n'a pas envie d'en parler au travail. Mais il arrive, puis les gestionnaires me le disent, parce que là, j'ai une obligation légale. Il arrive des cas où moi, comme gestionnaire, puis qui reçoit certaines confidences, c'est un tiers, un autre travailleur qui vient me dire, elle vit une situation pas facile, elle ou lui est battu à la maison, il est en télétravail ou elle est en télétravail et il y a des conséquences là, désastreuses, mais on ne veut pas le dire. Ils viennent de nous dire ça, moi je suis le représentant de l'employeur, mais on ne veut pas que vous le disiez parce que ça va briser les relations. Tu sais, tout ça est un peu caché. Mais là, j'ai une obligation en plus de prévention avant même de le savoir et après d'agir s'il arrive quelque chose. Comment moi, je peux me diriger comme employeur à travers ça? Puis je pense que l'analogie avec le harcèlement ou les problèmes de consommation sont importants. Quand quelqu'un vient vous dire, ben, tu sais, elle ne voudra pas porter plainte ou il ne veut pas porter plainte, mais je pense que, ou je sais qu'il vit telle chose, bien, d'abord, on ne veut pas brûler cette personne-là qui est venue nous parler. Je pense que c'est important parce que sinon, la confiance n'est plus là. Mais je pense que vous avez quand même une certaine obligation d'agir. Tu sais, quand on parle que vous savez ou vous devriez savoir, si on vous a envoyé ce signal-là, même pas téléguidé, mais qu'on vous le dit clairement, vous devez agir. Alors, je pense que ça implique, dans un cas comme ça, que le gestionnaire immédiat ou quelqu'un intervienne en disant, non pas un tel m'a dit, en disant, ben, tu sais, je constate depuis quelque temps que tu as l'air moins bien, on est préoccupé, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Tu sais qu'on est là pour t'aider, tu sais qu'on a un programme d'aide, voici le numéro, je ne sais pas si tu vis des choses, mais tu sais que voici telle personne que tu peux contacter chez nous, etc. Il faut faire ça. Si la personne décide qu'elle ne vous parle pas, mais ça va être comme en matière d'harcèlement, si vous n'avez aucun fait, vous lancez une perche, mais c'est difficile d'agir. Par contre, comme je vous suggère toujours de faire en matière d'harcèlement dans un cas comme ça, relancez la personne après une semaine ou deux. Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tu as eu recours aux démarches que je t'ai suggérées? Est-ce que tu as eu la chance d'y penser? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour t'aider? Tu sais, ça peut être très confidentiel, l'aide qu'on t'apporte, etc.
vous devez faire cette relance-là, puis vous devez, je pense, la documenter. Sur cet élément-là, Marie-Hélène, il y a des gens qui nous posent la question, admettons qu'on a le PAA, il y a plusieurs entreprises qui en ont un programme d'aide aux employés. Il y a d'autres entreprises, oui, qui ont ça, mais moi, j'ai besoin d'un psychologue, consulter un psychologue. Est-ce que ça devient à la charge de l'employeur parce que j'ai une nouvelle obligation au niveau de la santé et sécurité de lui payer un psychologue? On a parlé du 26 semaines tout à l'heure. Le 26 semaines n'était pas payé par l'employeur. Ça permettait à la personne de ne pas perdre son emploi. Mais si j'ai une nouvelle obligation, est-ce que je vais avoir des responsabilités financières sur cette obligation-là? Je ne pense pas que vous aurez des obligations supplémentaires financières. On verra parce que vous savez que vous devez investir dans la prévention en général. Ça implique de sécuriser certains équipements, ça implique ça. Je ne sais pas si ça va aller jusque-là. Je ne suis pas certaine que ça va aller jusque-là parce qu'on a déjà un peu l'exemple de nos cures de désintoxication. Il faut assister nos travailleurs qui ont des problèmes de dépendance, mais ça ne va pas à ce que vous-même vous payiez 100% de la cure. Mais ça va jusqu'à faciliter le fait qu'il puisse s'absenter sans qu'il soit congédié. Ça peut aller jusqu'au fait de lui donner des références avec des numéros de téléphone, etc. Donc, je ne pense pas que ça va aller jusqu'à payer vous-même, mais juste de dire à quelqu'un, tu sais qu'on a un PAE, une bonne petite claque sur l'épaule, puis bonne chance, t'es capable, ça va bien aller, ça ne suffit pas. Quand quelqu'un vit de la détresse ou qu'on soupçonne qu'elle vit de la détresse, bien, il faut l'aider. Voici des noms, voici un numéro de téléphone, voici des organismes dans le coin qui peuvent t'aider, voici le numéro de téléphone du CLSC. Vous comprenez? Il faut que vous alliez au-delà de juste le beau message, on est là, puis on va t'aider, puis go, t'es capable. Là. Il faut qu'on soit concret, puis il faut qu'on documente ça. Fait que je pense que ça va forcer tous les employeurs à faire un peu de recherche et de démarche. Puis les gens vont vous poser des questions. Ben, tu sais, moi, je pense peut-être que j'aurais besoin de consulter, puis ça ne va pas bien du tout, mais je n'ai pas les moyens de consulter. Si quelqu'un vous dit ça, est-ce que vous savez si dans votre région, il y a de l'aide qui est accessible ou pas? Est-ce qu'il y a des cliniques, peut-être selon que ce soit des cliniques d'aide ou d'entraide, auquel cas là, vous pourriez donner des noms, des coordonnées, ou lui dire, ben écoute, si c'est juste les sous qui te manquent, que tu comprennes une entente financière, ça peut aller peut-être jusque-là. Parce que vous le payez 100%, mais vous assistiez la personne qui est à lui avancer un peu d'argent pour l'aider. Parfait. Merci. Je vais vous laisser poursuivre, puis je reviendrai avec d'autres questions. En passant, les gens apprécient beaucoup. Là. Les gens trouvent ça fort intéressant. Puis je trouve que vos interventions, Marie-Hélène, là, sont très pertinentes et très éclairantes aussi là, par rapport à ça. Dans cette section-là, ce que vous aviez suggéré, ça aurait été que ça soit au même titre là, que l'harcèlement psychologique et la violence conjugale, un peu inclus dans la politique, ce qui aurait raisonnablement été une bonne façon de le traiter pour pas en faire une mesure proactive, parce que je vois la violence conjugale, c'est difficile d'en faire une mesure proactive outre l'information, mais autrement, au niveau des analogies qu'on fait avec l'harcèlement psychologique, la violence, il y a des gens qui me disent mais c'est tellement lourd qu'on a l'impression que c'est les mêmes recours que la DPJ où je pourrais être négligent parce que je n'ai pas fait de dénonciation. Dénonciation à qui? À la police? Est-ce qu'on va aller jusque-là? Puis pour quel motif? Avec quelles preuves on peut pouvoir aller jusque-là? Est-ce qu'on a des solutions, des obligations particulières à faire là, si on sait, puis on sait qu'une personne est victime de violence? Est-ce que moi, je dois le dire à la police? C'est un acte criminel. Bien, en fait, c'est vraiment intéressant cette question-là. Je pense que vous devriez avoir désormais, surtout si ces dispositions-là passent, mais peut-être même de façon générale comme bon employeur dans vos bonnes pratiques, de connaître, par exemple, dans votre municipalité ou dans votre quartier, etc., c'est quoi les ressources au niveau de la police? Est-ce qu'il y a comme un secteur particulier qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut appeler, etc., pour avoir de l'assistance? En étant conscient que ça dépend toujours un peu qui te répond au téléphone quand tu contactes de la police. On va être réaliste aussi là-dedans. Moi, je pense qu'à moins que vous soyez témoin d'une bataille, d'une agression et tout ça, appelez la police sur des soupçons de violence conjugale. Quand vous offrez votre aide à la personne et qu'elle nie, c'est pas évident parce que, tu sais, si vous appelez la police, que la police se rend là-bas, imaginons un cas catastrophe, mais qui n'est pas si hypothétique que ça. Vous appelez la police se rend là-bas, monsieur ou madame qui est victime de violence refuse de porter plainte ou refuse de donner des faits à la police, mais ça se peut que quand la porte se referme et que la police quitte, la personne soit vraiment en danger là, de la part de son conjoint ou de sa conjointe qui est violente.
Alors, tu sais, je pense qu'on peut offrir, on peut dire, écoute, tu sais, voici le numéro de téléphone de la police, voici des organismes d'aide dans notre quartier. Puis, à un moment donné, il faut nommer les choses. Comme quand on suspecte que quelqu'un a un problème de drogue, puis on lui dit, écoute, ça va-tu bien, puis qu'il dit non, à un moment donné, on le dit en réunion, écoute, tu me dis ça, puis tu sais, tant mieux si c'est vrai, mais moi, je t'inquiète, puis je me demande si tu ne vis pas chez toi de la violence, je ne sais pas si c'est physique, je ne sais pas si c'est verbal, ou enfin, on peut le dire, mais je suis inquiète ou inquiète de ça. Puis écoute, tu me dis que ce n'est pas le cas, puis tant mieux si ce n'est pas le cas, mais voici quand même des noms d'organismes, voici là où tu pourrais appeler, voici là. Puis tu fais un suivi une semaine ou deux après, puis tu documentes tout ça. Mais je vous dis, là, pensez-y à 2 fois, appelez la police sur des soupçons, puis envoyer la police à la maison, c'est inquiétant. C'est les conséquences possibles de ça si la personne n'est pas prête, c'est difficile. Fait que vous êtes aussi bien d'avoir 1 ou 2 contacts de maisons de transition ou de maisons d'aide de femmes ou d'hommes violentés que vous pourrez appeler au besoin pour obtenir des conseils parce qu'on n'est pas tous spécialistes en violence conjugale. Donc ça, je pense que ça serait judicieux, mais de prendre, en bon français, le call d'appeler la police, moi, je vous dirais, soyez prudents. Alors, disons que je le sais, Marie-Hélène, puis moi, je vais voir mon employeur, puis je lui dis, j'ai peur, je suis victime de violence à la maison. Bon, là, on parle de télétravail, mais on pourrait aussi parler au travail, parce que c'est aussi complexe au travail qu'il y a encore plus en télétravail. Mais j'ai peur, puis quand je sors des portes de l'établissement, me rendre au métro, j'ai peur d'être attraquée. Est-ce que à ce moment-là, l'employeur a une obligation de payer un taxi pour que la personne se rende dans la maison de femmes si elle est rendue là, ou maison d'hommes pour hommes violentés? Jusqu'où vont les responsabilités de l'employeur? Puis là, quand je vous dis ça, là, naturellement, on n'a pas de cause, puis ça, c'est du droit nouveau. Vous avez été bien courageuse d'aborder ce sujet-là parce que les questions sont multiples et il y a peu de réponses. Là. Il y a du gros bon sens, mais il y a peu de réponses. Puis la grande réponse, c'est l'information, c'est l'écoute, c'est la communication. Mais je vais me poser la question demain si une personne me dit oui, je subis un cas de violence parce que c'est né de cette préoccupation-là de personnes qui se rendent sur les lieux du travail et qui peuvent porter atteinte là, à l'intégrité physique d'une personne. Mais jusqu'où ça s'arrête, ma responsabilité? À la porte, là, je vois que j'ai la responsabilité en télétravail. Comment on va faire pour délimiter le champ d'application de la responsabilité des employeurs dans des domaines qui sont aussi complexes à gérer et à comprendre surtout? Tout à fait. Tu sais, notre article 51 qui est sur la planche à dessin en ce moment avec le gouvernement, qui fait en sorte qu'on doit prévenir la violence conjugale qui pourrait survenir sur les lieux de travail. Comme je vous dis, ce n'est pas comme une machine que je peux sécuriser. Là, ça ne veut pas dire que dès demain, je dois offrir à toutes les femmes un service de raccompagnement, etc., parce que je ne sais pas à quoi j'ai affaire. Mais je pense sincèrement qu'à partir du moment où quelqu'un vient vers vous et vous dit vivre une situation de violence conjugale et vous demande de l'aide, ce n'est pas vous qui allez prendre en main sa thérapie puis tout le kit. Là, on va s'entendre là-dessus. Il y a des organismes spécialisés et tout. Mais vous allez devoir convenir avec la personne, mais quels sont les meilleurs moyens pour qu'elle se sente en sécurité. Donc, si c'est quelqu'un qui travaille de la maison en ce moment et qui dit sincèrement, là, moi, ça me ferait du bien d'être au bureau parce que j'ai besoin de ça en ce moment, j'ai besoin de cet air-là, bien, je pense que ça pourrait être une possibilité de dire, bien, écoute, on va t'aménager effectivement quelque chose au travail. Si c'est quelqu'un qui vous dit, moi, là, ce que j'ai peur, parce que maintenant, je suis rendue en maison de transition, parce que la personne qui va vous dire avoir peur de rencontrer son ex-conjoint ou conjointe en se rendant au métro ou en se rendant chez elle, elle ne doit plus habiter avec parce que ça va être pire quand elle va rentrer à la maison. Donc, c'est souvent des gens qui sont en maison de transition ou autre. Alors, si quelqu'un vous dit, est-ce que je pourrais être accompagnée? Est-ce que je pourrais faire du covoiturage? Est-ce que je pourrais modifier mon horaire de travail? Moi, je ne veux plus finir tous les jours à 5 heures parce que j'ai peur qu'il ou qu'il m'attende là. Bien, ça va faire partie, je pense, des moyens que vous devrez accepter de modifier et de moduler un peu. Alors, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du covoiturage, ça peut être un horaire qui soit plus flexible. Ça ne veut pas dire que la personne vous dirait, toi, tu n'as plus besoin de travailler 40 heures. Mais si tu as besoin d'avoir un jeu sur tes heures de début et de fin pour ne pas avoir l'impression que quelqu'un peut te suivre facilement, je pense que ça va aller jusque-là, votre obligation. Dans le contexte actuel de ce qu'on voit là, à ce moment-là, vous ne pourrez pas dire que vous ne le savez pas. Ça ne sera plus que vous devez savoir, vous aurez su de vive voix. Ça va vous obliger d'être concret. Puis ça va devoir se discuter avec la personne.
C'est des bons moyens à prendre, des bonnes pratiques, comme on prendrait aussi dans d'autres cas. Si on nous pose la question, puis on l'a eu souvent en harcèlement psychologique, si c'est deux personnes qui sont au travail, dans le lieu de travail, bon, on sait très bien que de façon générale, on ne peut pas dire qu'une arrête ou l'autre arrête, mais on intervient de quelle façon avec deux travailleurs qui seraient des conjoints. Et puis là, on sait qu'il y a de la violence et qu'ils se retrouvent dans le même contexte tous les jours au travail. Est-ce qu'on a des recours, des façons de faire à ce niveau-là? Tu sais, si vous avez plusieurs établissements, puis certains employeurs ont plusieurs établissements, il est arrivé dans des cas comme ça qu'on ait dit, regardez, de façon préventive, là, tu sais, nous, on est au fait d'une situation, puis ça ne fonctionne pas, puis on va vous séparer. Mais de vous à moi, s'il y a eu des gestes de violence au travail, c'est pas plus excusable si vous êtes conjoint. C'est quelqu'un qui est venu frapper un autre de ses collègues avec un gros coup de poing au visage. C'est pas parce que c'est conjoint qu'on va dire ah ben ça c'est un facteur atténuant, ils sont en couple, fait que c'est comme ça puis c'est correct. Alors vous perdez pas vos réflexes non plus général dans un cas comme ça. Vous avez le droit de discipliner, vous auriez le droit de congédier, vous avez le droit de prendre des décisions comme employeur. Ça ne change pas parce que c'est une dynamique de violence conjugale. Là où ça devient difficile pour vous, puis ça, il faut en être conscient comme employeur, c'est quand tu as des allégations d'un conjoint, que son conjoint est violent, puis que les deux travaillent ensemble, puis que la personne vous demande de l'aide. Est-ce que ça peut vouloir dire changer des gens d'horaire de travail? Est-ce que ça peut vouloir dire en déplacer un d'un lieu de travail? Si c'est possible, oui, de permettre à un des deux d'être en télétravail. Dans des cas comme ça, il faut faire attention de ne pas toujours victimiser la victime. C'est-à-dire, tu sais, c'est trop facile de dire, ben c'est toi qui te plains, fait que c'est toi que je vais modifier. Si la personne nous amène des éléments qui sont sérieux, si par exemple l'ancienne conjointe ou conjoint fait l'objet de poursuites criminelles, ben, posez-vous des questions. Des fois, on a des ordres de la Cour là, qui restreignent que les gens soient en communication, en contact direct, etc. Nous, il nous est arrivé de laisser des gens chez eux, littéralement chez eux, puis dans ces cas-là, on ne les a pas payés en disant pas parce que moi, je n'ai pas de travail pour toi, c'est parce qu'il y a un ordre de la Cour qui me dit que tu ne peux pas être en contact avec monsieur ou madame, puis monsieur ou madame travaille chez nous, il n'y a pas d'autres horaires pour toi, bien malheureusement, tu vas rester chez toi. Puis si au sol du procès, ben, tu es coupable, tu seras coupable, on vivra tous avec. Ça peut vouloir dire une fin d'emploi ou peu importe si tu ne peux plus revenir travailler chez nous. Alors, tu sais, il ne faut pas perdre nos réflexes parce qu'on est en matière de violence conjugale, mais ça va vous apporter un degré de difficulté additionnel. Ça, je pense qu'il faut l'accepter, il faut s'y préparer d'une certaine façon. Merci Marie-Hélène. Ça répond à toutes les questions qui ont été posées. J'invite les gens à en poser encore. Je ne sais pas si la présentation sur certains éléments particuliers était terminée. Sinon, je vais en poser. On a tellement à dire dans un domaine où c'est inconnu, mais j'ai beaucoup aimé que tu reviennes au départ en disant en 82, quand c'est arrivé, on s'est posé les mêmes questions. Puis quand il y a un changement législatif, puis il y a une réalité qui est là depuis fort longtemps, mais qui ne faisait pas partie du travail des obligations de l'employeur. On a comme l'impression qu'il y a comme ce caractère privé de la personne, une intimité qui, si elle n'est pas dévoilée, de quelle façon, ben, je pense, l'employeur pourrait s'immiscer dans ça. On garde une certaine gêne. Quand on parle d'harcèlement psychologique au travail, ça peut être avec des tiers aussi. Fait que là, on peut parler de violence avec des tiers. Il y a une certaine intimité puis respect pour la personne qui souvent va être difficile puis va prendre un grand apprentissage. Puis là, on dit à des gens, des fois, on est avec des psychologues, on est avec des inspecteurs. Il y aura des inspecteurs de la CNESST, que ce soit sur tous ces plans-là, dans des domaines fort complexes où même les experts peuvent arriver à s'y perdre et à ne pas prendre nécessairement les bons moyens. Puis ce que j'entends de ta représentation, puis j'aime beaucoup ça, c'est qu'il faut faire attention. J'ai une responsabilité, mais si j'appelle la police, ça peut être encore pire. Pas pire nécessairement pour la violence, mais pire pour une situation qui n'était pas là parce que c'était des présomptions. Ou c'est pas des présomptions, la personne décide de ne pas porter plainte. Alors, on la victimise davantage. Alors, on comprend que c'est un domaine qu'on veut travailler, qu'on travaille depuis la nuit des temps. En fait, moi-même qui ai été procureure de la Couronne, j'ai travaillé dans ces cas-là, mais ce n'est pas noir ou blanc. Et ce n'est pas on sépare les gens, on intervient. Tout à l'heure, vous parliez de la DPJ où on retire les enfants du milieu. Il y a quelque chose, puis il y a une dynamique qui, à la fois, est privée et qu'il faut protéger par rapport à ça. Je pense que la charte le protège bien.
et qui devient une certaine responsabilité de l'employeur, qui a toujours été, en passant, Marie-Hélène, je pense que les employeurs, quand ils sont sensibilisés, ont toujours agi. On parle de changement de la ligne téléphonique si on est harcelé, que ce soit par un tiers ou un conjoint. On parle de barrer les portes, mais on veut bien faire, mais on ne voudrait pas poser non plus des gestes qui enveniment des situations dans lesquelles on n'avait pas nécessairement de responsabilité, c'est un grand terme, mais on n'avait pas à s'immiscer dans ce milieu-là. Alors, je pense que ça, c'est des éléments importants aussi. Mais je ne vous cacherai pas qu'au-delà de tout ça, puis tu as tout à fait raison, Caroline, ça a toujours été une sensibilité des employeurs et tout ça. On n'a jamais été indifférent, en fait, où on ne l'est plus depuis plusieurs années, et Dieu merci à cette question-là. Moi, ce qui me préoccupe, puis qui devrait peut-être vous préoccuper dans le cadre du fait que ça puisse être inclus désormais à l'article 51 de la loi, ça veut dire que vous pourriez avoir des constats d'infraction et des plaintes pénales. Puis, prenons la situation tragique de vous êtes un gros employeur, vous avez 300-400 employés et un ou une de vos employés, ben, son ancien conjoint ou conjointe décide de venir sur les lieux de travail, de faire un carnage, de la frapper, de s'en prendre physiquement à des gens qui auraient pu essayer de la protéger, etc. Quand la CNSST pourrait regarder cet événement-là, parce que les accidents qui surviennent au travail, qui entraînent des blessures, vous devez les appeler. Hein, vous le savez, on doit contacter la CNSST. D'abord, est-ce qu'on doit les contacter dans un cas comme ça? Je pense que vous allez conclure rapidement que oui. Quand les inspecteurs font leur enquête, puis moi, je le vois dans des dossiers d'accidents qui n'ont rien à voir avec la violence conjugale, mais quand tu regardes à rebours un événement et tu te mets à tout le décortiquer, les inspecteurs ne sont pas toujours, puis là je le dis parce qu'on est entre nous, toujours pratiques et réalistes dans leurs constats. Alors, est-ce qu'un inspecteur ne pourrait pas conclure, bien vous, là, vous êtes un gros employeur, vous avez 400-500 employés, vous le savez que la violence conjugale, ça existe. Pourquoi vous n'aviez pas des mesures générales de sécurité pour prévenir que quelqu'un comme ça de l'extérieur puisse arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire sérieusement, vous comprenez? Parce que la personne a été attaquée dans le stationnement, dans le bureau, y a-t-il quelqu'un qui l'a laissé rentrer? Alors, moi, ce côté-là, je vous avoue, m'inquiète un peu. Alors, autant je ne suis pas contre le principe qu'on en parle de la violence conjugale dans la législation en matière de travail et qu'on ne permette pas aux employeurs de tout simplement s'en laver les mains. Le choix de 51 est particulier. Puis, même chose pour les gens qui sont en télétravail. Là, les gens sont en télétravail de façon forcée. Un jour le seront-ils peut-être par choix? Ça va aller jusqu'où votre obligation d'assurer la protection des gens sur les lieux de travail s'ils ne sont pas sur des lieux de travail sous votre contrat? Alors ça, c'est peut-être moi les choses qui me préoccupent le plus et peut-être que les juges seront sages et peut-être que la CNSST sera sage dans sa façon de l'appliquer, 51, mais ça, je vous avoue que c'est quelque chose qui me préoccupe. Alors, au-delà de mes conseils pratiques qui vous disent, ayez une politique, faites de la formation, de l'information, montez-vous des intervenants, sensibilisez les gens, faites des suivis, ayez des noms d'organismes et d'aides et tout ça. Ça, je pense que c'est bien. Mais il y a comme une part d'inconnu. Est-ce qu'au niveau de la politique, il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce qu'on devrait avoir une section spécifique dans la politique de télétravail qui sensibilise là, les travailleurs et les travailleuses à dénoncer ou à faire des démarches? En fait, moi, je me pose la question, où est-ce que ça doit aller, cette affaire-là? Parce qu'il y a des gens qui vont travailler aussi du bureau, puis on ne voudra pas non plus réécrire nos politiques aux 6 mois, selon, puis je ne souhaite pas une autre pandémie de notre vivant, mais selon là, les aléas de la vie. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une politique générale en matière de harcèlement et de violence sous toutes ses formes et que dans ça, on ait une section sur la question donc de la violence conjugale, disant que ça peut être couvert aussi, puis qu'on incite les gens à dénoncer. Puis une espèce de généralité dans notre politique en disant que cette politique-là qui vise la violence et le harcèlement sous toutes ses formes, y compris la violence conjugale, ça s'applique, ou en fait, on l'applique à tous les lieux de travail, y inclut le télétravail. Parce que vous savez comme moi que votre politique d'harcèlement ne s'applique pas juste dans votre établissement. Quand il y a des gestes inappropriés dans des conventions à l'extérieur, dans des événements clients ou dans des parties de Noël, vous l'appliquez. Alors, il y a ça aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on est habitué du concept que nos politiques ne s'appliquent pas juste à notre petit immeuble de jour. Alors, moi, je serais plus portée à le mettre dans une politique spécifique sur le harcèlement et la violence. Merci, Marie-Hélène, ça répond vraiment. On comprend qu'il y a déjà l'obligation depuis janvier 2018 d'avoir une politique pour l'ensemble. Puis on trouve, puis j'entends de ce que vous dites que
finalement, c'est un peu cette obligation-là qu'on avait déjà, qui était en place, qui devient une obligation en matière de prévention. Alors, ça, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut prévenir ou c'est quelque chose où il faut prendre les moyens là, si on est capable d'agir? Alors, cet élément-là est très intéressant. Là, quand je vois apparaître, est-ce qu'il irait jusqu'à interdire, il faut que je regarde, excusez, je mets mes lunettes, on a encore un peu de temps. Oui, absolument, tout à fait, allons-y. Il y a quelqu'un qui nous dit, ben, tu sais, c'est toujours la question, si une personne vit à la maison, est-ce que je devrais interdire le télétravail? Si on vit de la violence à la maison, qu'on soit au travail, on vient à la maison, il y a encore de la violence, c'est plus complexe que de se dire, on va faire venir la personne au bureau. Mais j'ai bien aimé parce que c'est un peu ça qui pourrait se vivre présentement. On est en confinement, ça fait 10 mois que les gens vivent avec les enfants, le conjoint ou la conjointe qui a peut-être perdu son emploi, une situation de stress qui est liée à l'économie. C'est une situation un peu particulière, puis on se dit on veut prendre tous les moyens, prenons les bons, prenons les bons puis faisons en sorte, parce que nous, on dit toujours au CPQ, bien, quand il y a une législation, une réglementation sur la prévention, il faut que ça soit applicable, il faut que ça soit réaliste. Mais effectivement, je pense que l'idée là, d'une politique qui existait déjà dans le lieu de travail ou à l'extérieur du lieu de travail au niveau de l'harcèlement psychologique ou de la violence qui pourrait être subie à ce moment-là, protège d'une certaine façon. Ça évoluera, on verra de quelle façon. On espérera que le ministre sera sensible à l'idée de faire en sorte que ça soit pas trop lourd pour pas encourir des pénalités sur lesquelles on n'a aucun contrôle ou façon de le savoir. Mais le message est clair, il y a des choses à faire. Moi, je dis souvent, ben, les hommes et les femmes qui sont au travail ont cette chance, sont peut-être à l'extérieur, mais là, on arrive dans un milieu de travail où on est à l'intérieur 24 heures sur 24, où bien d'autres problèmes que la violence aussi vont être traités là, avec nos animateurs là, qui seront là, puis nos panélistes en après-midi au niveau de la gestion des relations de travail. Alors, tu sais, c'est un domaine beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait retrouver auparavant. Les gens sont à l'extérieur et il y a des bonnes pratiques, des bonnes façons de faire. Et c'est ce qu'on va devoir développer dans tous les domaines des sphères d'activité où là, les situations particulières qui sont vécues à la maison, qui sont vécues au travail, auront une attention également particulière. Oui, puis peut-être juste si tu me permets, Caroline, en terminant, je vois que il y a des gens qui posent des questions sur le chat. Est-ce que ça voudrait dire qu'on interdit le télétravail à des gens qu'on soupçonne de vivre la violence conjugale? Interdire, en fait, puis je comprends parce qu'on se dit, écoute, est-ce qu'on le laisse dans une place qu'on sait être potentiellement dangereuse sur mes heures à moi ou moi je le paie, tu sais? Fait que c'est tout à fait légitime. C'est sûr que si on l'interdit purement et simplement, comprenez que cette personne-là pourrait dire ben, c'est une forme de discrimination prohibée par la Charte sur ma condition sociale de victime de violence conjugale. Alors, c'est un peu délicat, je dirais, mais ça peut définitivement là, pouvoir signifier qu'on offrirait à cette personne-là, à tout le moins, de ne pas faire de télétravail. Mais il faut être conscient, tant que la personne va demeurer dans le domicile conjugal, avec le conjoint, la conjointe, ça va être vraiment quelque chose de sensible. Puis là, je vois une autre question, est-ce qu'on le prévoit dans une politique générale? Est-ce qu'on indique qu'on cause ce type de violence seulement en contexte de télétravail? Je dis, moi, je pense qu'il faut, comme employeur, avoir des objectifs dans chacune de nos politiques ou des sphères d'application. Puis on va dire que nos valeurs, c'est d'interdire toute forme de violence, qu'elle soit conjugale ou entre collègues de travail, etc. Puis que notre politique s'applique sur les lieux de travail, puis étant inclus que ça pourrait inclure aussi le télétravail. Merci, Marie-Hélène. Plusieurs nous ont demandé si la présentation est disponible. La réponse, c'est oui, elle sera envoyée. Les questions, s'il y en avait d'autres auxquelles, puis je pense que Marie-Hélène a répondu à l'ensemble des questions, elles seront transmises. Naturellement, ça ne constitue pas des cas d'espèce. Il y a bien des situations particulières quand on est avocat, on ne peut pas donner d'opinion, surtout qu'on est dans le droit nouveau. Mais vous aurez également les coordonnées de Maître Jeté là, si vous avez des cas particuliers vu son expérience.